La première étape, elle va consister à bien choisir son nom de domaine. Alors, ceux qui ont un nom de domaine et qui comptent l'utiliser pour la suite de la formation peuvent déjà passer à la prochaine vidéo ou bien regarder celle-ci pour avoir quelques éléments supplémentaires et puis éventuellement agrémenter leur culture générale des noms de domaine. Mais sinon, ils peuvent passer. Pour les autres, je vous invite à me suivre dans cette vidéo que je vais essayer de faire la plus rapide possible pour vous expliquer comment choisir son nom de domaine, mais pas uniquement comment bien le choisir surtout. Pour rappel, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Par exemple, le nom de domaine de la boîte numérique, c'est laboîtenumérique.fr. Si on décompose un nom de domaine, à chaque fois, on va avoir un nom avant le point, puis une extension, le .fr, .com, .design. Bref, on verra, il y en a beaucoup qui existent. Le nom de domaine, c'est ce qu'on va placer dans l'URL ici pour retrouver notre site internet. Si je fais un rapide parallèle pour vous expliquer la différence entre un nom de domaine et un hébergement, un nom de domaine, c'est exactement comme une adresse pour une maison. Et la maison, ça va être l'hébergement. C'est-à-dire que l'adresse, en l'occurrence le nom de domaine, c'est ce qui va permettre de nous trouver sur Internet quand on tape directement dans la barre URL. Et ensuite, la maison, c'est-à-dire l'hébergement, c'est là où on va stocker toutes les informations de notre site web. Donc, quand on va taper notre adresse, notre nom de domaine, on va trouver notre maison, en l'occurrence, notre site Internet. Voilà, c'est fini pour la petite comparaison que j'espère pas trop hasardeuse. Et puis ensuite, on va tout de suite voir ce qui se passe pour la première étape du nom de domaine, c'est-à-dire ce qui se passe avant le point, le nom qu'on choisit de prendre. Alors, dans l'idéal, ce qu'on recommande avec Pierre, c'est de prendre son nom perso. Peut-être que vous êtes déjà posé cette question, est-ce que je prends un nom d'entreprise ou est-ce que je travaille en utilisant mon prénom et mon nom? Si vous avez déjà fait ce choix, c'est pareil, vous n'avez plus à y réfléchir, vous vous êtes fixé sur une décision. Si par contre vous vous posez encore la question, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser son prénom et son nom, c'est-à-dire de se présenter en tant que personne et non pas en tant qu'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est justement l'avantage d'être indépendant, cette relation unique de proximité d'humain à d'humain. Alors que si on prend un nom d'entreprise, on envoie un message qui n'est pas forcément très fort, mais en tout cas qui est inconscient, qu'on est une agence, une entreprise. Voilà, on représente quelque chose peut-être d'un peu plus aseptisé. Et justement, c'est un des énormes avantages d'être en freelance. Donc, on trouve ça dommage de prendre un nom d'entreprise quand on est tout seul. En tout cas, quand on débute. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, souvent, on retient notre prénom et notre nom. C'est-à-dire que si quelqu'un travaille avec moi, Théo, il va retenir, voilà, Théo, il était sympa, en tout cas, j'espère. Théo, il a fait du bon travail, j'espère aussi. Mais la personne va se rappeler de moi et pas forcément du nom de l'entreprise. Et donc, quand on va me recommander, quand on va parler de moi, quand on va essayer de se souvenir de moi, on va retenir mon nom et mon prénom. Et donc, c'est forcément ce qu'on risque de taper, en tout cas, il y a de grandes chances, dans Google pour essayer de me retrouver. Si j'ai un nom de domaine qui utilise mon prénom et mon nom, et c'est ce que les gens tapent dans Google pour essayer de me retrouver, j'ai beaucoup plus de chances en utilisant ce nom de domaine-là, en prenant mon prénom plus mon nom, de bien apparaître dans Google. En tout cas, ça va être plus facile d'être bien référencé. Ce qui risque d'être plus compliqué, même si c'est faisable, si on utilise un nom d'entreprise. Voilà les deux grandes raisons pour lesquelles nous, on conseille d'utiliser son nom perso. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. On pense que c'est une meilleure solution. Mais bien entendu, si vous avez déjà choisi de prendre un nom d'entreprise et que vous opérez déjà comme ça, alors on continue avec ce nom-là. Une fois qu'on est fixé avec le début du nom, ce qu'il y a avant le point, il va falloir qu'on choisisse son extension. L'extension, comme je vous disais, c'est le .com, le .fr, mais pas que. Il y en a des centaines qui existent. On peut prendre .design, .tech, .bzh pour Bretagne, .paris. Bref, on a beaucoup de choix. Si vous voulez regarder tout ce qui existe, il suffit de taper liste nom d'extension, nom de domaine, et vous allez tomber sur une liste complète qui vous donne toutes les extensions qui existent. Vous allez voir, il y en a plein. Il y a des points Black Friday, bref, c'est la foire. Au début, c'était que des extensions génériques, et maintenant, ça s'est complètement ouvert depuis quelques années. L'idée dans notre cas, ça va être de prendre soit un .com, soit un .fr. Ou bien de prendre une extension qui reflète soit sa localité, soit sa spécialité. Pourquoi? Parce que alors, si on prend une extension générique, dans ce cas, on prend aucun risque. Un .com ou un .fr, pas besoin de vous expliquer que c'est quelque chose de classique et donc ça passe très bien.
Par contre, si on a envie d'être un peu plus original et qu'on prend par exemple une extension avec sa localité, attention, c'est très bien si uniquement on a envie de dire qu'on travaille à un endroit précis, qu'on est présent à un endroit précis. Parce que sinon, si moi, Théo, je travaille à Paris et je crée mon nom de domaine, celui que je choisis va être théo.paris, eh bien le message que je renvoie, encore une fois, c'est que je suis basé à Paris, que je travaille pour des clients parisiens, etc. Alors bien sûr, on pourrait partir sur un gros débat. Est-ce que les gens pensent vraiment que s'il y a un point Paris, je travaille là-bas? Peut-être qu'ils ne le pensent pas à fond, mais en tout cas, ça renvoie quand même un minimum ce message inconscient. Donc, attention avec les extensions de localité qu'on peut prendre comme point Paris ou point BZH, attention à ne les prendre que si vous voulez vraiment être référencé et être considéré comme freelance ou indépendant dans un secteur précis au niveau géographique. Si c'est pas le cas, il faudra mieux prendre une extension générique comme .com ou .fr. Ensuite, pour l'extension de spécialisation, pour la spécialité comme les points design, si moi demain je fais du design, je peux prendre un théo.design. Et bien là, ça coule beaucoup plus de sources. Si jamais il y a une extension qui reflète votre spécialité, si je travaille sur des technos, je travaille dans le web, prendre un point tech, point web, point IO, ça peut convenir. Si je suis designer, prendre un point design, ça peut convenir. Attention à quand même prendre une extension de spécialité uniquement si ça coule de source. Si de temps en temps je suis développeur et j'interagis un petit peu sur le design du site, mais très peu, je vais pas prendre un point design. Encore une fois, il faut faire preuve de bonne jugeote et se dire ok, je le prends uniquement si c'est vraiment ma spécialité. Alors, en théorie, en réfléchissant par rapport à ces deux slides que je vous ai montrés, on peut réussir à trouver le nom de domaine parfait. Sauf que si on prend son prénom et son nom et que c'est très compliqué à comprendre, à retenir, à écrire. Par exemple, si je prends mon nom en entier, ça va faire Théo Demopou Dablège. C'est beaucoup trop long et je risque de me mettre des bâtons dans les roues puisque les clients, en essayant de retaper ou les prospects de retaper sur Google mon nom, ils vont forcément faire une ou deux fautes. En tout cas, je multiplie la probabilité qu'ils fassent des fautes. Et donc, ça va me porter préjudice puisqu'ils vont peut-être pas réussir à me retrouver, ou en tout cas, ils vont arriver sur une URL où ils vont se dire « Ah, mais c'est pas exactement ce que j'avais tapé ». Bref, l'idée, c'est de ne pas tenter le diable. Et donc, si jamais vous avez décidé de prendre votre prénom et votre nom, mais qu'ils sont trop compliqués, vous posez la question « Est-ce que c'est le cas ?» Faites le test, demandez à 10 personnes qui n'ont aucune idée de comment s'écrit votre nom. Demandez-leur, après leur avoir récité votre nom, de le réécrire. Vous allez bien voir s'ils y arrivent ou pas. Pareil, si vous voulez voir, est-ce qu'ils arrivent à retenir votre nom? Si c'est très compliqué, vous leur dites comment vous vous appelez. Vous revenez 10 jours après pour lui dire est-ce que tu te souviens de mon nom? S'il s'en souvient, bingo. Sinon, vous avez votre réponse. Bref, si jamais c'est trop compliqué, alors dans ce cas, l'idée c'est de raccourcir. Je viens de vous donner l'exemple avec le point design. Voilà, moi, si je veux prendre mon prénom et mon nom, eh bien, je ne vais pas prendre en entier et je peux prendre un théo.design par exemple. Je peux vous citer un nom de domaine que j'ai réservé qui est théo.net. En dehors du jeu de mots qui me fait plutôt marrer, qui est théo.net, si on lit l'ensemble du nom de domaine, vous voyez, donc on peut quand même jouer un petit peu avec ça. Ça permet aussi de retenir parce que c'est beaucoup plus facile et le nom de domaine est très court. Voilà, grosso modo, pour les conseils dans le choix. Une fois qu'on a choisi son nom de domaine, ce n'est pas fini. Il faut passer par ce que j'appelle le triple check. Et donc, c'est vérifier, un, que ce nom de domaine est bien disponible, que personne ne l'a déjà réservé. Deux, que le nom de domaine, ou en tout cas, si vous avez choisi de raccourcir votre nom de domaine en ne prenant pas votre prénom et votre nom en entier, et donc vous avez fait un espèce de mix, voir si ce nom-là n'a pas été déposé officiellement à l'INPI, qui est l'organisme qui permet en France de réguler les noms de marque. Et puis ensuite, il va falloir faire un petit test sur Google, voir ce qui apparaît quand on tape le nom qu'on a choisi. C'est parti, on fait le premier check. En l'occurrence, vous allez voir dans cette formation, on prend l'exemple à chaque fois de Pierre et on va recréer son site internet, Pierre Guilbeault, en tant que growth marketer. Donc, j'ai réservé un nom de domaine pour lui qui est pierreguilbeault.me parce que le .fr il l'a déjà réservé et le .com était déjà pris en amont. Donc, le premier check à faire, ça va être de vérifier si
personne n'a déjà réservé ce nom de domaine. Je vais vous mettre tous les liens dans la description du cours. Ici, on va sur OVH. Il y a plein d'autres sites internet qui permettent de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. Celui d'OVH, il est très bien fait. On va travailler avec OVH plus tard. C'est pour ça qu'on vous recommande d'aller dessus. Mais vous pouvez très bien aller vérifier à un autre endroit. Donc, si je reprends mon exemple, je vais vérifier en faisant pierreguilbault.me. Je clique sur rechercher et OVH va me dire si le nom est disponible. En l'occurrence, OVH me dit que le nom n'est pas disponible. Alors ça, c'est normal, c'est tout simplement parce que je l'ai déjà réservé en amont pour la préparation de la formation. Donc je vois qu'il est transférable. Il y a 3 options quand vous cherchez sur OVH un nom de domaine. La première option, c'est qu'il est transférable. Donc là, ça veut dire que quelqu'un a déjà le nom de domaine. On vous conseille pas, sauf si vous ne vivez que pour un seul nom de domaine, mais ça m'étonnerait, on ne vous conseille pas de vous lancer dans la chasse à qui appartient ce nom de domaine, est-ce que je peux pas lui racheter? Sauf si vous avez entendu parler par je ne sais quel hasard et miracle du nom de domaine qui est à vendre et de quelqu'un qui voudrait s'en débarrasser, ce qui n'arrive quasiment jamais, ou alors c'est juste des gens qui font du trading pour les revendre plus cher. On vous conseille de prendre un nom de domaine qui est déjà disponible, et donc là on voit, c'est ce qui apparaît en vert, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est qu'il y ait marqué non disponible. Là, dans ce cas, c'est que c'est même pas transférable. Vous pouvez même pas l'héberger sur OVH. Là, on va vous donner les conseils pour héberger votre nom de domaine et prendre votre hébergement. Et donc, au final, on vous conseille tout simplement de prendre lorsqu'un nom de domaine est disponible. Je vous donnais un autre exemple. Donc là, par exemple, je vais prendre un theo.design. Et là, je vois qu'il est disponible. Voilà. Donc, s'il est disponible, premier check passé, tant mieux. S'il n'est pas disponible, il va falloir se dire, OK, je repasse par le processus que je viens de montrer pour réfléchir à quelle variante je pourrais prendre. De temps en temps, par exemple, si la pierreguilbault.me n'était pas disponible, si je veux absolument ce nom de domaine, eh bien, je vais essayer de juste mettre un tiret entre Pierre et Guilbault. On conseille de base de ne pas en mettre si c'est possible. Si vous n'avez pas le choix, parce que votre extension n'est pas disponible ou le nom n'est pas disponible, dans ce cas, essayez de mettre un tiret entre. Vous voyez qu'il y a des prix qui sont affichés également ici. J'en profite pour faire une petite aparté. Le nom de domaine et l'hébergement, c'est quelque chose qui se paye à l'année. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire, mais vous êtes dans les faits vraiment locataire. Parce que le jour où vous arrêtez de payer, ce nom de domaine va être de nouveau disponible. Et donc, en l'occurrence, il y a des prix différents en fonction des extensions. Généralement, ça tourne plutôt entre 8 et 20 euros. Et quand on va prendre des .com ou des .fr, on est autour d'une dizaine d'euros par an. Par contre, il y a des noms qui vont coûter plus cher. Par exemple, là, vous voyez le .design, ça va coûter tout de suite 38 euros par an. Parenthèse fermée. Alors, une fois qu'on a passé ce premier check, il va falloir passer le deuxième qui, je vous préviens tout de suite, n'est pas le plus fun et même, si je peux parler dans un langage un peu familier, le plus chiant à passer, mais indispensable, et je vous explique juste après pourquoi avec une petite anecdote. Je vous donnais l'exemple de Pierre Guilbault, donc avec qui on va faire la formation. Si je tape Pierre Guilbault ici, je vais pouvoir rechercher dans la base de marque de l'INPI si ce nom a déjà été déposé. Comment fonctionne la base de marque de l'INPI? C'est toutes les marques qui ont déposé au niveau légal le nom de la marque et éventuellement des logos, etc., qui sont allés le déposer dans cet organisme. Et ensuite, cet organisme va référencer et va agréger tous ces dépôts de marque dans un endroit qui est basemarque.npi.fr. Je vous mettrai le lien dans la description du cours aussi. Et c'est là où vous pouvez vérifier, en l'occurrence, si votre nom a déjà été déposé. Alors, vous avez le droit d'utiliser votre prénom plus votre nom. Par contre, si vous faites des variantes, comme ce que je vous ai dit juste avant, par exemple avec theo.design, mon nom va devenir Theo Design. Et là, c'est plus du tout un nom plus prénom, c'est juste un bout de prénom qui a été pris, enfin un prénom en entier en l'occurrence, qui a été pris avec une extension et ça donne un nom qui peut, lui, être déposé. Si vous avez choisi un nom de marque dès le début ou d'entreprise, pareil, c'est un nom qui peut être déposé. Il faut aller bien vérifier avant de prendre votre nom de domaine si celui-ci n'a pas été déposé en amont. Il y a 2 options. La première option, c'est que Basemarque de l'INPI, le site sur lequel je suis en l'occurrence, vous dise
0 résultat. Ça veut dire que c'est bon. Alors, bien entendu, l'INPI va vous dire, attention, ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain que c'est bon, parce qu'il va falloir faire des variantes, etc. De toute façon, la seule façon d'être sûr à 100%, là on est sûr à 99,9% qu'il n'y a aucun risque qu'on peut choisir ce nom-là. Si par contre, ça vous met quelque chose d'autre, on va voir avec un exemple juste après, c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, pour être sûr à 100% de est-ce que vous pouvez déposer ce nom-là ou est-ce que vous pouvez l'utiliser, eh bien, si vous voulez être absolument sûr, il faut passer avec un avocat spécialisé ou une avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Mais ce premier test permet d'enlever l'incertitude à 99, comme je vous l'ai dit, 9%. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur ce site? Puisqu'on a vu, là, ça peut nous mettre, il y a personne, c'est le meilleur cas, ça veut dire, OK, on l'utilise. Je vais faire le test, je vais vous donner mon exemple avec Théo Design. Voilà, hop. Et là, je vais rechercher. J'avais déjà fait le test, il n'y a pas eu de nouveaux dépôts d'ici là. Effectivement, 0 résultat. Donc là, dans mon exemple, je pourrais me dire, OK, je peux foncer, je peux prendre le Théo.design. Mais si on tape quelque chose, en l'occurrence, voilà, si je tape Supernova, et je vais voir est-ce qu'il y a des marques qui ont déjà été déposées avec ce nom, parce que peut-être je veux m'appeler Supernova, comme j'ai décidé d'avoir un nom d'entreprise et que j'ai envie de m'apparenter un peu à une agence, on va faire le test. Je recherche, et là je vois qu'il y a 67 résultats. Donc il y a déjà 67 entreprises qui ont déposé le nom Supernova. Alors, comment ça se passe quand on dépose un nom? On dépose le nom, qui peut être le nom simple, mais en fait, plusieurs, je veux dire une phrase, comme on le voit là avec Supernova Shine Bright. Et on dépose ce nom-là dans une catégorie de produits, ce qu'on appelle une classe sur l'INPI. C'est ce qu'on voit ici. Ce qui permet en fait d'utiliser un nom, par exemple, qui a été déposé Supernova dans la classe 8, mais moi j'ai envie de l'utiliser dans la classe numéro 22, parce que ça n'a rien à voir. La classe 8, ça peut être un salon de coiffure, on va voir juste après, et la marque 24, ça peut être la création de textiles. Donc, bien entendu, dès qu'on fait un dépôt de marque à l'INPI, on doit dire quel est le nom que je dépose et dans quelle classe, dans quelle catégorie de produits ou de services je décide de déposer ce nom-là. Et donc, lorsque vous voyez qu'il y a des résultats quand vous faites une recherche sur ce site-là, il va falloir aller vérifier si le nom qui est déposé a été déposé dans la catégorie de service ou de produit dans laquelle vous voulez intervenir. Si c'est le cas, alors il faut être au courant qu'un jour on pourra venir vous voir et vous attaquer en justice. C'est des bien grands mots tout ça, mais c'est possible. Pour vous dire, le nom était déjà déposé, donc vous n'aviez pas le droit de l'utiliser, donc vous m'avez porté préjudice. Donc, bien entendu, c'est la partie la moins fun mais indispensable. Si quelque chose apparaît avec le nom que vous utilisez ou que vous comptez utiliser, il faut aller vérifier qu'il n'apparaisse pas dans votre domaine. Donc là, en l'occurrence, pour chaque résultat, là il y en a 67, il faudra cliquer et rapidement regarder dans quelle classification, donc de produits et services, ça a été déposé. Là, en l'occurrence, c'est pour tout ce qui a trait aux appareils électriques de coiffure, pour lisser les cheveux, etc. Si vous voulez aller vite et taper des mots-clés dans lesquels vous travaillez, eh bien, c'est tout simplement faire CTRL F et vous voyez, ça a enregistré le test que j'ai fait avant. Si je fais coiffure et que je vais utiliser Supernova dans la coiffure, eh bien là, tout de suite, je vois qu'il y a des résultats. Eh bien, c'est sûr et certain, je ne pourrais pas utiliser ce nom pour produire des appareils de coiffure en m'appelant Supernova. Je sais que c'est très fastidieux, je sais que c'est absolument pas fun, c'est peut-être la chose la moins fun qu'on verra de toute cette formation, sauf que c'est indispensable. Pourquoi? Et c'est là où je vous raconte l'anecdote que je vous ai promise. Avec Guillaume, dont on a parlé pas mal dans la première formation, on vous explique comment créer un système pour trouver et convaincre plus de clients de travailler avec vous. Eh bien, avec Guillaume, en l'occurrence, qui est un très bon ami et qui est également freelance, on a un moment travaillé du Sri Lanka. On était digital nomade et on a décidé, puisqu'on faisait des sites internet, de se dire pourquoi pas créer une agence web tous les deux pour vendre nos sites internet et essayer de créer des process pour en vendre plus et en créer plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer un site web qui s'appelait la Jungle Digital, parce que ça faisait référence au côté jungle où on était et digital à ce qu'on faisait.
On a déposé le nom de domaine, on l'a optimisé pour le référencement, on a fait 2-3 petites choses. Et puis finalement, en fait, comme on avait assez de clients, on n'a pas pu développer ce projet, mais on avait gardé le nom de domaine dans un coin de notre tête et le site continuait de tourner. Et qu'est-ce qui s'est passé 8 mois plus tard? J'ai reçu un courrier d'avocat chez moi en France qui me disait: vous devez sous 5 jours dire à notre client si vous avez eu des contrats avec la jungle digitale, transférer votre nom de domaine à ce client-là et annuler tout ce que vous avez fait sous ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le client de ces avocats était une agence qui s'appelait La Jungle et qui faisait des prestations web et digitales et qui avait déjà déposé son nom à l'INPI. Donc en l'occurrence, La Jungle digitale était un nom qui se rapprochait beaucoup trop à la fois de cette agence et du secteur d'activité dans laquelle elle gravitait, et ils étaient dans leur plein droit puisqu'ils avaient déjà déposé la marque avant. Et c'est vrai qu'on était allé regarder après et on avait tellement optimisé le site internet qu'on a fait que finalement on s'est retrouvé mieux classé qu'eux alors qu'on n'avait pas d'activité sous cette entité. Sauf que ça leur portait préjudice parce que si quelqu'un cherchait La Jungle comme agence digitale, il tombait d'abord sur nous et après sur eux. D'où la lettre d'avocat, etc. En l'occurrence, nous, ça ne nous a pas posé problème. Mais vous imaginez que si ça faisait 8 mois qu'on communiquait autour de ce nom-là, qu'on avait créé une marque autour de ce nom-là, et qu'on avait fait toutes nos communications avec nos clients, avec nos adresses email theo@lajungledigitale.fr, guillaume@lajungledigitale.fr, en 5 jours, on n'avait plus rien. Plus de marque, plus d'adresse email, donc on n'aurait plus reçu les communications. Et puis, encore pire, ce transfert aurait été à une autre agence qui pourrait répondre à leurs besoins, mais qui en fait n'était pas nous. Parenthèse fermée pour la petite anecdote, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est important. Si on avait travaillé 8 mois, on aurait perdu quasiment 8 mois de travail, de branding et de référencement pour rien, puisqu'on aurait pu vérifier avant si ce nom était disponible. Et puis le troisième check, alors là, promis, c'est plus fun et c'est surtout plus rapide et plus ludique. C'est tout simplement de prendre votre nom. Peu importe si c'est un nom d'entreprise ou votre nom personnel que vous avez décidé d'utiliser, vous le tapez dans Google si vous l'avez toujours pas fait. Et ça, c'est un test classique qu'il faut faire pour voir 2 éléments. Le premier élément, c'est est-ce qu'il y a déjà des sites web qui s'appellent comme ça et qui sont très bien référencés. Peut-être qu'ils n'ont pas déposé leur marque, mais peut-être que des gens utilisent ou sont très bien référencés sur vos mots-clés, c'est-à-dire votre prénom plus nom ou le nom de votre entreprise. Si c'est le cas, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que si c'est très bien référencé, alors vous allez avoir du mal à bien vous positionner. Et même quand un client va taper votre nom, nom, prénom ou nom d'entreprise, il ne va pas tomber sur vous en premier, il va tomber sur vous à la fin ou en deuxième page de Google, s'il y a beaucoup de concurrence. Et quand on sait que 70% des clics sur Google vont sur le premier lien et que 95% des gens préfèrent retaper quelque chose plutôt qu'aller dans la deuxième page, on voit à quel point c'est problématique. Voilà pour les 3 filtres qu'il va falloir passer une fois que vous avez réfléchi à votre nom de domaine. Si jamais il ne passe pas ces 3 filtres, et là, je vais être optimiste, et parce que c'est le cas, donc 99,5% des cas, ça passe tout le temps. C'est juste quelque chose à faire pour s'assurer qu'on n'aura pas de problème par la suite. Donc, il faut passer ces 3 filtres. Et si jamais vous ne les passez pas, alors repartez dans la démarche initiale qui est OK, qu'est-ce que je vais prendre comme nom, qu'est-ce que je vais prendre comme extension, et je repasse le triple filtre. C'est tout pour le nom de domaine, même si c'est assez fourni, mine de rien. Je vous souhaite une bonne recherche, une bonne réflexion, un bon check pour passer les 3 filtres. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où on va directement mettre en application l'achat de l'hébergement, du nom de domaine et l'installation de WordPress.